Ici, la voix de l'Amérique. Bonsoir et bienvenue, Jacques Aristide à Washington. Ravi de vous accompagner dans le monde aujourd'hui à la une de l'actualité ce soir. Deuil national au Niger après la mort de 28 soldats dans une embuscade près de la frontière malienne. Le président Donald Trump dévoile un projet de refonte du système d'immigration des États-Unis. Quant aux agriculteurs américains, ils demandent aux locataires de la Maison-Blanche de faire la paix avec Pékin. Le conflit commercial a fait chuter leurs exportations. Nous débutons à nouveau ce soir par le Niger. Le gouvernement a décrété un deuil national de 3 jours à partir d'aujourd'hui en hommage aux soldats nigériens tués mardi dernier près du village de Tongo Tongo dans la région de Tillabéri. Ces militaires faisaient partie d'une patrouille prise au piège par des hommes lourdement armés. Le ministère de la Défense indique que des renforts ont été déployés pour traquer et neutraliser les assaillants qualifiés de terroristes. Encore une fois ce soir, Abdul Razak Idrissa à Niamey. Les Nigériens sont encore sous le choc de l'attaque qui a fait au moins 28 morts mardi dans les rangs de leurs forces armées. Le bilan, revu à la hausse, semble désormais prendre en compte les 11 militaires qui manquaient à l'appel et qui ont été retrouvés morts. Le deuil national de 3 jours est suivi à travers le pays où les drapeaux sont mis en berne. Au-delà des expressions de choc et d'affliction, les citoyens s'interrogent. Nous, ce que nous n'arrivons pas à comprendre, comment un gouvernement responsable peut avoir en fait un œil regardant par rapport à cet effet qui, en espace de combien de temps, le même cycle vient se tourner au vu au sud de tout le monde. On ne peut pas perdre autant d'hommes et en faire un non-événement. Parce que l'un des problèmes, c'est que d'énormes pertes arrivent. Ce n'est qu'après, on apprend via les médias, souvent les ministres disent que soit on était informé que ça allait arriver, soit au truc, on n'a pas pris de mesures sérieuses, mais je pense que ça doit s'arrêter. À mon avis, le président doit revoir son armée, voir les placements, c'est que les gens qu'ils ont placés doivent voir ce qu'ils sont en train de faire réellement. S'ils ne sont pas à mesure de sécuriser notre pays, on n'a qu'à les enlever et chercher des... Parce que ce n'est pas ce qui manque. On a des gens qui sont vraiment valables et on sait là où ils sont. Donc, ces personnes-là, le président doit interpeller aujourd'hui, il doit faire quelque chose parce que vraiment, on est fatigué de cette histoire-là. Si on peut le faire, ce n'est pas une question de deuil, mais de faire en sorte que nos braves soldats ne tombent plus encore. La flambée d'attaques djihadistes inquiète également le Burkina Faso. Pour le chef du gouvernement, le terrorisme apparu sur le territoire burkinabé il y a 4 ans est en train de tisser sa toile dans tout le pays. Christophe Dabiré l'a dit aujourd'hui devant le Parlement. Au cours de l'année 2018, notre pays a connu de nombreuses attaques terroristes ayant occasionné plusieurs victimes. À ces actes barbares que je condamne avec force s'ajoutent des prises récurrentes d'otages portant à la fois sur des personnalités nationales et étrangères. Le terrorisme, au-delà des attaques aux symboles de l'État, a mis en œuvre sa stratégie de diviser pour régner par le biais des conflits communautaires à caractère ethnique et à travers des attaques ciblées contre les édifices et manifestations religieuses. Nous avons bien perçu ce projet de déstabiliser le pays en provoquant le chaos. Au Bénin, important dispositif de sécurité aux abords du Parlement à Porto-Novo aujourd'hui. C'était pour l'installation des 83 députés élus lors des législatives du 28 avril dernier. L'opposition avait été exclue du scrutin, ce qui a donné lieu à une série de manifestations dans le pays qui ont fait au moins 4 morts. Les nouveaux parlementaires sont issus des 2 partis proches du président Patrice Talon. Réaction dans ce micro-trottoir. Je suis venu ici comme tout un nouveau débutant. Vous savez, l'émotion du débutant. Je suis là pour être installé aujourd'hui et commencer l'œuvre législative du pays.
Ah ben, écoutez-moi, l'Assemblée nationale, c'est le grand creuset où toutes les tendances doivent représenter. Qu'est-ce qu'il dit que pendant ce temps-là, nous n'allons pas voir au sein donc, de l'hémicycle l'opposition. Ce n'est pas exclu. Un sentiment de sérénité, de tranquillité, de joie et disons d'espérance parce que cette législature est la législature de tous les défis. Au Soudan, la mobilisation continue en dépit de la suspension du dialogue. Les chefs du mouvement de contestation qualifient de regrettable la décision des militaires de suspendre pendant 72 heures les pourparlers sur une transition politique. Leur sit-in est donc maintenu à Khartoum. Les deux parties devaient plancher hier soir sur la composition d'un conseil souverain, organe clé vers un pouvoir civil, après la destitution le 11 avril dernier du président Omar el-Béchir. La sous-secrétaire d'État adjointe américaine Heather Merritt a bouclé aujourd'hui un séjour de 2 jours en République démocratique du Congo. Il a beaucoup été question de sécurité. Elle s'est entretenue notamment avec le gouverneur de Lubumbashi, le patron des forces de l'ordre de la province et des leaders communautaires. Heather Merritt a également rencontré le procureur général et le président de la Cour d'appel pour discuter du renforcement du système judiciaire. Elle a réitéré le soutien de Washington à l'engagement du président Félix Tshisekedi à lutter contre la corruption et améliorer l'état de droit en RDC. Le président Donald Trump a présenté ce jeudi un projet de refonte de la politique d'immigration des États-Unis, un plan basé sur le mérite. Le programme va augmenter le niveau d'exigence en matière de formation, de compétences des travailleurs étrangers. Il va favoriser les candidats parlant anglais et disposant d'une offre d'emploi. Il concerne également un renforcement de la sécurité aux frontières. Voici un peu de ce qu'a dit le président Trump cet après-midi à la Maison-Blanche. Notre plan atteint 2 objectifs critiques. Tout d'abord, il arrête l'immigration clandestine et sécurise pleinement la frontière. Deuxièmement, il établit un système d'immigration légale qui protège les salaires américains, promeut les valeurs américaines et attire les meilleurs et les plus brillants talents du monde entier. Pour décortiquer ce plan d'immigration qui vient de tomber, j'accueille sur ce plateau John May, professeur en démographie à Georgetown University et auteur de World Population Policies. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, quelle lecture faites-vous de ce plan du président Trump ? C'est un plan ambitieux parce que c'est la première fois qu'on s'attaque à l'immigration dans son ensemble depuis 1965. Donc il y a 54 ans qu'il y avait une réforme de l'immigration aux États-Unis. Oui. Maintenant, c'est un pays qui a à peu près entre 11 et 13 millions d'immigrants illégaux. Oui. Il y a une pression d'immigrants à la frontière sud du pays. Et je crois que c'est un vrai sujet avec toute une série de sujets connexes. Un tournant important également pour le mandat de Trump, n'est-ce pas ? Oui, parce qu'il prépare évidemment sa réélection en 2020. Oui. Et il voudrait s'attaquer à ce problème de l'immigration. Le point fondamental du plan, c'est qu'il veut avoir beaucoup plus de mérite de la part des immigrants et moins de réunification familiale, comme c'était le cas auparavant. Oui. Donc il veut un système de points un peu comme le Canada ou comme d'autres pays. Oui. La refonte a été pensée par les principaux conseillers du président, Jared Kushner, son gendre, et Stephen Miller, très critiqué par les démocrates. Le plan vise à rassembler le Parti républicain à l'approche de la présidentielle, vous venez de le dire, de 2020. Mais cette question a-t-elle du mal à rassembler, même dans le camp de Donald Trump ? Je crois que les républicains ne sont pas unis sur cette question de l'immigration, bien entendu. Et l'opposition peut-être la plus virulente va venir du camp démocrate. Il y a 2 problèmes qui sont essentiels. La construction du mur sur la frontière sud, dont les démocrates ne veulent pas. Ouais. Ils veulent en fait un renforcement du système de sécurité à la frontière, mais ils ne veulent pas vraiment de mur. Et d'autre part, le fameux problème des Dreamers, ce qu'on appelle les DACA, les enfants des migrants qui sont venus ici avec leurs parents. Il y en a à peu près 800 000.
les démocrates voudraient bien entendu leur accorder une voie à la naturalisation, ce que Trump a refusé jusqu'à présent. Évidemment, il y a déjà des réactions de la part de l'opposition démocrate. J'ai entendu Nancy Pelosi tout à l'heure sur la chaîne CNN. Nancy Pelosi, évidemment, chef démocrate à la Chambre des représentants. Alors, comment va réagir l'opposition à ce plan, d'après vous ? Mais je crois qu'il va y avoir une bataille homérique, vraiment une bataille des deux approches concernant l'immigration. D'un côté, le camp républicain, d'un autre côté, le camp démocrate. Le problème, c'est que les démocrates ont la majorité à la Chambre, mais n'ont pas la majorité au Sénat. Donc, ça rend la possibilité d'un accord encore beaucoup plus difficile, puisque de toute façon, les républicains ont une majorité relativement confortable au Sénat. Alors, je crois qu'il va y avoir beaucoup de discussions, il va y avoir beaucoup de marchandage, mais je crois que c'est un dossier qu'on va devoir suivre et je pense qu'il va nous occuper pendant les 2 ans qui viennent avant l'élection. Absolument. Mais très rapidement, pour terminer, est-ce qu'il est temps pour les États-Unis justement de revoir toute cette politique d'immigration, vous qui connaissez le domaine Oui, les États-Unis, c'est un grand pays, 328 millions d'habitants à la mi-2018. Il y a environ 1 million d'habitants qui s'ajoutent par accroissement naturel et 1 million d'immigrants légaux. En plus, il y a des immigrants illégaux. Je parlais de 11 à 13 millions d'immigrants illégaux. Alors, le pays est loin d'être rempli, la densité de la population est relativement faible et je crois que c'est un pays de tradition d'immigration. Je pense que les États-Unis vont continuer dans cette voie, mais avec des changements. Oui, on fera appel à vous à nouveau. John May, vous êtes professeur en démographie à Georgetown University. Je vous remercie. Je vous en prie. À très bientôt. La guerre commerciale entre Pékin et Washington inquiète les agriculteurs américains. Ils appellent le président Donald Trump à nouer le plus vite possible un accord avec la Chine. Le premier syndicat agricole du pays indique que les droits de douane infligés par son administration ont brutalement fait chuter leurs exportations. Le maïs et le soja sont les cultures les plus rentables pour ces agriculteurs. Kane Farabo de la VOA est allé à leur rencontre. Son reportage relaté par Irénée Hermanumbu. Dans la ferme d'Evan Holtin à proximité de Princeton, dans l'Illinois, le maïs est roi. C'est en effet la seule culture disponible dans ces champs. Pas d'haricots cette année pour nous. Après environ 3 mois de guerre commerciale, mon père et moi avions discuté et nous étions beaucoup plus à l'aise avec notre capacité à produire du maïs en grande quantité. Cette décision intervient après une année au cours de laquelle le prix du soja était très instable dû aux différends commerciaux qui a obligé la Chine à imposer ses tarifs sur cette culture en représailles aux tarifs américains sur l'acier et l'aluminium chinois importés. Nous avons perdu entre environ $1,50 et $2 le boisseau en fonction du jour. Les négociations commerciales entre Américains et Chinois se poursuivent sans issue, ce qui inquiète davantage ces agriculteurs. Observez les projections sur le marché, les fluctuations de prix du soja et dites-moi si nous progressons ou pas. Au regard des dernières nouvelles, pensez-vous qu'il est possible de revenir à une relation commerciale normale avec les Chinois? Selon cet économiste américain, la quantité de soja en stock et qui attend d'être vendue rend la situation encore plus difficile pour les agriculteurs. Ils investissent énormément pour sa conservation et n'ont aucune idée de la fin du bras de fer commercial entre Washington et Pékin. Également dans l'actualité, démantèlement d'un réseau mondial de cybercriminels par les polices européennes et américaines. Le réseau a dérobé 100 millions de dollars à des dizaines de milliers de victimes dans différentes parties de la planète en utilisant un logiciel malveillant russe. Des poursuites judiciaires ont été engagées contre des suspects dans plusieurs pays. Vous regardez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, sans plus tarder le sommaire de la seconde partie de votre journal. En Afrique du Sud, une dermatologue dit avoir trouvé une raison génétique à la perte de cheveux des femmes noires. Nous le verrons dans la rubrique santé. L'athlète kenyane Margaret Wambui n'a pas le goût de s'entraîner. Elle craint que le nouveau règlement sur l'hyperandrogénie ne signifie la fin de sa carrière. Et nous nous rendrons dans le nord de la Tunisie à la rencontre des potières au savoir-faire millénaire, mais rares sont celles qui vivent de leur travail. L'intelligence artificielle dans la prévention du cancer colorectal. En Grande-Bretagne, des scientifiques sont effectivement en train de développer de nouvelles technologies pour aider les médecins à mieux détecter les cancers de l'intestin et les polypes pour une meilleure prévention. Les explications nécessaires de Zlatica Hawk, son reportage relaté par Lunzai. Le cancer du côlon est le 3e type de cancer le plus commun dans le monde. Et le plus tôt il est détecté, plus le patient a des chances de se rétablir. Cependant, le diagnostic habituel, appelé colonoscopie, ne détecte pas toujours tout. Nous manquons 1 à 5 polypes durant la colonoscopie. Et pour la 2e plus grosse cause de cancer menant à la mort au Royaume-Uni, c'est important. Les scientifiques disent que l'intelligence artificielle peut voir une image entière. Elle ne peut rien manquer ni être distraite. Pendant que la vidéo en direct est retransmise à notre système, celui-ci prend l'image, séquence par séquence, l'analyse avec ce qu'on appelle un réseau neuronal artificiel et essaie d'identifier l'endroit où se trouvent ces polypes en regardant des choses comme les motifs dans les images, les différentes couleurs des tissus. Les scientifiques d'Odin Vision espèrent que ce programme révolutionnaire sauvera des centaines de vies. Les survivants du cancer du côlon espèrent qu'une nouvelle technologie de diagnostic sera bientôt disponible. J'espère que ce logiciel sera bientôt disponible pour que ma famille puisse savoir rapidement que tout va bien ou non par rapport à ma propre santé. Odin Vision organise un essai clinique sur les 12 prochains mois et s'attend à ce que les premières versions de cette technologie soient déployées dans les 2 années suivantes. À Durban, en Afrique du Sud, une dermatologue a découvert une raison génétique à la perte de cheveux chez les femmes africaines. Ce qu'on appelle scientifiquement l'alopécie touche 11% des femmes d'Afrique contre 5% seulement des femmes en Europe et Asie combinées. Asma Botny-Clark est allée à sa rencontre. Un cuir chevelu sain, c'est la base pour une belle chevelure. Pourtant, quand on est atteint d'alopécie, il est difficile de s'imaginer sans perruque. L'alopécie ou perte de cheveux touche 11% des femmes africaines contre 5% seulement des femmes eurasiatiques. Je fais partie des gens qui ont un problème avec leur cuir chevelu à cause des défrisages. En fait, je suis chauve. Pendant longtemps, on incriminait les produits de défrisage, les fers à lisser et les tresses trop serrées. Aujourd'hui, Nkosi Dlova, une dermatologue sud-africaine de Durban, a démontré qu'ils ne sont pas la cause de la perte de cheveux, mais des éléments accélérateurs. L'alopécie chez la femme noire est due à une mutation génétique. J'avais une patiente âgée de 35 ans qui venait me voir à cause de sa perte de cheveux. Un jour, elle est venue avec sa fille âgée de 10 à 11 ans. À l'époque, j'ai décidé d'examiner la fillette et là, j'ai trouvé un patch sans cheveux au même endroit. La fillette n'avait jamais utilisé de produits défrisants. Elle avait des cheveux naturels. C'est là que j'ai compris. S'il est encore tôt pour parler de cure médicale, Nkosi Dlova conseille toutefois d'opter pour le naturel. Les coiffures afro sont de plus en plus à l'honneur dans les salons de beauté. Les cheveux naturels, c'est mieux que les cheveux défrisés avec tous les produits chimiques. J'ai l'impression que mes cheveux poussent mieux. Même si on est encore loin du traitement médical, la découverte du professeur Dlova
a pour espoir d'encourager le développement de produits de soins naturels pour les cheveux africains. Et Yacouba Ouedraogo nous rejoint pour les sports. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Jacques et bonsoir à vous, amis sportifs. Nous commençons par les nouvelles de cet avant-dernier virage de la saison NBA. Nous jouons les finales de conférence et la nuit dernière, Milwaukee et Toronto ont disputé leur match numéro 1. Les Bucks ont mis du temps pour digérer une catastrophique première période avant de s'imposer à domicile face à Toronto 108-100 dans le premier match de la finale de conférence Est. Milwaukee, meilleure équipe de la saison régulière, est passée tout près de la catastrophe face aux Raptors qui ont débuté la rencontre sans faire aucun complexe. Le salut pour les Bucks est venu de Giannis Antetokounmpo, 24 points et 14 rebonds, mais surtout de Brook Lopez qui a fini la rencontre avec 29 points, nouveau record personnel en play-off. Milwaukee mène donc une victoire à 0 avant le match numéro 2 qui aura lieu de nouveau dans sa salle demain. Et donc nous allons suivre tout cela de près. Pour vous, en football, Harry Kane est de retour dans le groupe de l'Angleterre. L'avant-centre et capitaine anglais a été inclus dans un premier groupe de 27 joueurs constitués par le sélectionneur Gareth Southgate en vue du Final Four de la Ligue des Nations. Harry Kane n'a plus joué depuis sa blessure au ligament d'une cheville subie en quart de finale aller de la Ligue des Champions contre Manchester City le 9 avril. Le buteur a néanmoins déclaré la semaine dernière qu'il espérait être rétabli à temps pour jouer la finale de la Ligue des Champions contre Liverpool le 1er juin. À Madrid, en Ligue des Nations, les 3 Lions doivent rencontrer les Pays-Bas en demi-finale bien sûr, le 6 juin à Guimarães au Portugal. Et puis, sur les pistes au Kenya, la Fédération d'athlétisme a commencé à appliquer la nouvelle mesure de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme qui impose aux athlètes féminines hyperandrogènes de prendre des médicaments pour faire baisser leur taux de testostérone. La semaine passée, elle a écarté des mondiaux du relais, des mondiaux, disons, au Japon, certaines athlètes touchées par cette mesure. Et cette situation a ravivé les craintes de plusieurs athlètes. Suivez. De retour d'un meeting de la Ligue de Diamant à Doha, où elle a terminé à une décevante 6e place sur le double tour de piste, Margaret Wambui dit ne pas savoir si elle se rendra à une compétition organisée la semaine prochaine à Nanjing en Chine. Cette championne hyperandrogène fait en effet partie des athlètes à qui l'UE2AF demande de prendre des médicaments pour abaisser leur taux élevé de testostérone. Je crains maintenant. Je suis déjà inquiète pour ma carrière parce que j'ai toujours su que depuis toute petite, j'ai grandi en sachant que l'athlétisme constitue ma carrière. Donc pour l'instant, je suis tellement déçue de cette décision. L'UE2AF estime la prise de médicaments nécessaires pour maintenir l'équité au sein de la catégorie féminine. Elle considère un taux élevé de testostérone comme un avantage injuste permettant un accroissement de la masse musculaire semblable à celui des hommes. Mais la spécialiste kenyane du 800 mètres ne l'entend pas de cette oreille. Moi, je ne vais pas prendre des médicaments parce que je ne suis pas malade. Ces produits chimiques que vous ingérez, vous ne savez même pas quel effet ils peuvent avoir à long terme. Le hic pour la championne kenyane de 24 ans, c'est que ce nouveau règlement ne s'applique aux athlètes féminines hyperandrogènes. Tout le monde a de la testostérone. Et quand des hommes ont des taux élevés de testostérone susceptibles de les faire gagner, on s'en réjouit. Mais quand il s'agit des femmes, on leur dit qu'elles doivent les faire baisser et on les retire de la compétition. Pourquoi ? Au cœur du débat juridique, scientifique et médiatique autour des athlètes hyperandrogènes figure la Sud-Africaine Caster Semenya, qui a été déboutée de son recours contre l'IAF, mais qui compte faire appel. Affaire à suivre donc. À demain. Merci bien Yacouba. À demain. Et maintenant, cap sur la Tunisie pour aller à la découverte d'un art des temps anciens, la poterie. Technique de fabrication d'objets à partir de la terre. Cette pratique, autrefois transmise de mère en fille, est en voie de disparition. Sabiha Ayari fait partie des potières de Sejanan qui veulent préserver le métier. Leur savoir-faire a rejoint la liste du patrimoine culturel de l'UNESCO l'an dernier. Davantage avec Thierry Kaoré. Derrière sa ferme, Sabiha extrait du sol de l'argile grise. Cela constitue la matière principale de sa poterie. Le reste étant composé d'argile rouge et blanche provenant des collines à l'ouest de Tunis. Aidée par sa belle-sœur, elle fait le mélange à la main. Ensuite, toutes deux, elles consacrent leur temps à modeler des objets utiles comme des ustensiles, mais aussi des articles décoratifs.
J'ai appris à faire de la poterie dès l'âge de 12 ans. J'ai commencé comme bergère, puis je suis devenue passionnée par ce métier. Cela m'a aidée, j'ai pu nourrir ma famille et je n'ai jamais demandé de l'aide à quelqu'un. Le succès de leur création leur a valu des invitations dans des ventes artisanales à Tunis et en Europe. Le classement de la poterie de Sejnan au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en 2018 a été accueilli par Sabiha